Alors, salutations à toi, cher courtisan. Ici Sacha, ton maître de la cour du peuple. Alors aujourd'hui, pourquoi un roi, c'est important? Avec le décès de la reine Élisabeth, la discussion sur la monarchie est revenue de l'avant au Canada et au Québec. Et c'est très intéressant justement de regarder un peu les statistiques qui viennent avec ça, surtout pourquoi. Et je vais vous expliquer avec une vision extrêmement anglaise et conservatrice, car en ce moment je lis un excellent livre qui s'appelle Réflexions sur la Révolution en France, écrit par Edmund Burke. Edmund Burke était en fait le père du conservatisme. Et donc, ce qui est très intéressant de son approche, c'est d'expliquer en quoi la monarchie, du moins pour les Anglais, est si fondamentalement importante. Alors restez à l'écoute, aime, partage, et on part. Donc, la monarchie est présentement dans plus de 36 pays, dans ce qu'on appelle le Commonwealth. Qu'est-ce que le Commonwealth? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu le regroupement de toutes les anciennes colonies anglaises qui voulaient garder un certain lien économique avec la Grande-Bretagne à la suite de l'effondrement de son empire lors du 20e siècle. Et sur ces 36 pays, 15 ont le roi comme chef d'État, notamment le Canada, mais aussi l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc nous n'avons pas un président, mais bien le roi ou un représentant du roi qui agit en son nom et signe les lois, ici la gouverneure générale. Bon, ben on reçoit un appel pendant qu'on tourne, on aime toujours ça. Où j'en étais. Et donc en fait, on va regarder un peu les chiffres du Québec. Au niveau du Québec, vous avez seulement 6% d'appui. Quoi qui est un peu plus appuyé par la minorité anglophone qui est à 51% d'appui, mais le total de la population, c'est 6%. Et 79% de la population exprime et voudrait que l'on entreprenne une révision du rôle et de la nécessité de cette institution. Ce qui est très intéressant, c'est les changements d'appui au niveau du Canada, qui pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont plus bas que ceux qui voudraient soit une abolition ou soit une réforme profonde de l'institution. Donc, plus de 39% de la population canadienne voudrait se départir. 34% voudraient la garder et 25% s'abstiennent. C'est important de dire que la monarchie coûte environ 67 millions par année aux contribuables canadiens. Aussi important de dire qu'il y a 55 millions là-dessus qui vont directement à la sécurité et au financement des événements de la gouverneure générale en représentation, en institution, etc. Ce n'est pas dit qu'un poste de président nous coûterait nécessairement moins cher, mais les dépenses seraient certainement vues comme plus légitimes. Donc, un peu d'histoire. Ça vient d'où, ça, la monarchie anglaise? Et surtout, pourquoi la couronne anglaise est-elle si particulière? Eh bien, lorsque vous connaissez votre histoire, vous vous rendez compte que les Anglais sont peut-être le seul peuple n'ayant jamais véritablement connu de tyran ou de grand gouvernement tout-puissant. Ceci commence avec l'histoire très connue de Guillaume le Conquérant. Vous savez, ce descendant de Vikings, des Robertiens, qui obtiendra la Normandie pour acheter la paix avec les Vikings et protéger la France de ceux-ci, et qui quelques générations plus tard naîtra notre grand Guillaume, qui traversera la Manche avec environ 15 000 hommes, appuyé je crois de 10 000 hommes par la France, et boutera hors l'Angleterre le roi et gagnera la couronne anglaise. Et à partir de ce moment-là, la couronne anglaise change totalement. Parce que ce que Guillaume va amener, c'est une philosophie féodale et une institutionnalisation, vraiment un développement, une modernisation de la couronne. La couronne anglaise était une couronne relativement de l'âge sombre. Et sous Guillaume, elle deviendra une couronne de l'âge féodal, du Moyen-Âge. Parce que oui, le Moyen-Âge n'est pas pareil d'une époque à l'autre. Nous y reviendrons. L'une des premières choses qu'il va faire, c'est notamment la création du Doomsday Book, le livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce que ce livre? Il a simplement fait le tour de ce que les Anglais avaient pour les taxer. C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller, mon seigneur. La continuité de la lignée de Guillaume va amener certains grands rois, notamment l'un des plus connus étant Richard Ier, Cœur de Lion. Et l'histoire qui se passe au moment de son départ de l'Angleterre pendant la Seconde Croisade, qui est Robin des Bois. Non pas Robin des Bois et Rohan Collant, tout le monde portait des collants à l'époque. Et donc, essentiellement, cette histoire, c'est quoi? C'est le roi, il est parti, et c'est son frère, Jean le Méchant, qui dirige l'Angleterre.
Jean était un homme relativement contrôlant, conspireux, sombre, prompt aux colères. Et quand son frère mourra et qu'il récupérera la couronne, alors que personne n'attendait à ce qu'il récupère la couronne, il n'aura pas la capacité de la défendre. Et donc, comme son nom le dit, Jean sans terre, ayant très peu de comté, n'avait pas les moyens de pouvoir mobiliser assez de troupes pour défendre sa couronne face à la révolte qui est arrivée de la noblesse, le forçant à signer le premier document fondateur de ce que les Anglais appellent la Constitution anglaise, qui n'est pas écrite, mais bien basée sur une tradition et incarnée par la couronne. Ce document s'appellera la Magna Carta. Elle assurera une indépendance entre le roi et la noblesse. La Magna Carta déterminera aussi si le roi peut taxer ses pouvoirs, les limitations des pouvoirs du roi. Ce qui fait que la couronne anglaise n'a jamais pu être toute puissante. Et même si la France avait le même problème, les différences d'institutions et l'esprit d'union nationale et le respect envers la couronne française et son héritage fait en sorte que la couronne a pu, au bout de plusieurs centaines d'années, développer un plein contrôle de l'administration et des différentes institutions du pays. L'État, c'est moi! Ce qui ne fut jamais le cas chez l'Angleterre, puisque étant écrit, en plus d'être assuré par une tradition, les Anglais vont limiter les pouvoirs de leur roi de façon continue, jusqu'à notamment la révolution de 1688, que l'on appellera la Grande Révolution. C'est cette révolution qui réellement nous intéresse aujourd'hui, car si les Français ont eu la leur en 1780, les Américains la leur en 1760, eh bien les Anglais ont fait la leur presque 100 ans avant, et leur peuple a répondu en revenant sur celle-ci. Parce que oui, il y a une partie de temps où l'Angleterre était une république, et lorsque le républicain en chef, qui a organisé la révolte, mourra, ils vont faire un procès à son cadavre et ramener la monarchie. Et c'est là le point le plus important. Pour les Anglais, leur monarque est l'incarnation et la continuité historique, légale et un héritage patrimonial qu'il faut défendre parce que ton héritage assure ta liberté. Notamment aussi la liberté de ne pas être dirigé par un catholique. Aucun catholique ne peut devenir roi. Assurer l'élection libre au Parlement, assurer qu'une présence armée est interdite lorsque le pays est en paix. L'une des choses aussi que ça établit, c'est le principe que lorsque vous êtes en état d'arrestation ou que vous avez été jeté en prison, vous devez passer devant un juge dans les 24 heures ou être libéré. Elle a aussi assuré en partie une certaine liberté religieuse. Donc on est très loin tout de même des gouvernements absolutistes de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Louis XVIII qui décidaient de tout, autant de la foi que de la façon d'être, que de la façon d'agir. Alors laissez-moi vous citer quelques passages de Edmund Burke pour réellement bien comprendre qu'en est-il. Alors j'ai mis ma petite couronne faite d'aluminium en l'honneur de la couronne anglaise. Question de vous faire ces lectures avec une bonne ambiance. Edmund Burke, à l'intérieur de son livre, en fait, répond à un révolutionnaire français. Donc c'est réellement une communication qui est directement dans l'époque de la Révolution. Edmund Burke est député à la Chambre des communes en Angleterre. Il est un député irlandais et catholique. Donc ce n'est pas une question qu'il a un point de vue seulement protestant, mais réellement, profondément, anglais et britannique. Écoutez cela. Alors, si je comprends bien l'esprit des docteurs de la politique, si notre majesté ne doit pas sa couronne au choix de la population, n'est pas ce roi qui est légitime. Maintenant, rien ne peut être moins vrai, parce que la couronne de ce royaume est tenue par sa majesté. Autant que si vous suivez les règles, le roi ou la reine de Grande-Bretagne ne doit de aucune façon ses offices par rapport à une élection populaire. Ce n'est aucunement respectueux et ne vaut rien de plus que la bande d'usurpateurs qui règne, ou plutôt volent, partout sur la face de notre monde misérable.
sans avoir aucune sorte de titre ou de droit ou d'allégeance auprès de la population. Les propagateurs de cette politique gospel sont dans l'espoir que leur principe d'abstraction, le principe selon lequel le choix de la population est nécessaire à l'existence légale d'un souverain ou de sa magistrature, devrait être regardé alors que le roi de Grande-Bretagne n'est pas affecté par ceci. Peu importe quel roi a pu être là ou ailleurs il y a plus de 1000 ans ou dans n'importe quelle autre situation dynastique, le roi de Grande-Bretagne est, à ce jour, roi par une règle fixée de succession, s'accordant sur les lois de ce pays. Et alors que les conditions légales et les responsabilités du souverain sont toujours performées par lui, comme ce qu'elles devraient être performées, nous tenons cette couronne en grande contemplation de choix par la Société de la Révolution, qui n'ont pas un seul vote pour un roi parmi eux. Les principes de la Révolution de la population anglaise ont acquis 3 droits fondamentaux qui, avec eux, composent un système et s'appuient ensemble en une seule petite phrase. Essentiellement, ce que nous avons acquis comme droit: de choisir nos propres gouverneurs, de les rendre dépendants de toute mauvaise conduite et de décider un gouvernement pour nous-mêmes. À propos de la Déclaration des droits français, il disait ceci: les principes de la Révolution de 1688 étaient nulle part pour qu'on puisse les trouver, sauf dans un statut que l'on appelle la Déclaration des droits. C'est dans cette grande sagesse, sobriété et comme une déclaration bien considérée, dessinée par les plus grands avocats et les plus grands hommes d'État, et non seulement par de chaleureux et inexpérimentés enthousiastes, les constituants de l'État sont obligés de tenir leur foi publique les uns envers les autres. Et tous ceux qui dérivent de façon sérieuse à cause de leur intérêt et qui dérivent de leur engagement, autant que l'État est lié de garder la foi qui sépare la communauté. Sans quoi, compétence et pouvoir pourraient bientôt être confondus et aucune loi ne pourrait être laissée outre que la volonté et la prévalence de la force. Et donc, c'est sur ce principe que la succession de la couronne a toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. Une succession héréditaire par la loi. Dans les anciennes lignes, il y avait une succession de lois communes, common law. Dans la nouvelle loi statuée, opérant sur les principes de la loi commune et ne changeant pas sa substance, mais simplement en régulant le mode et en décrivant les personnes. Chacune de ces descriptions de loi sont la même force et sont dérivées d'une autorité égale, émanant d'une entente commune et originale compactée par l'État. Et donc, sont liés de façon égale le roi, la population, tant et aussi longtemps que les termes sont observés et qu'ils continuent d'incarner le même corps politique. Concernant le fait que la lignée anglaise soit en fait une lignée allemande, voici ce qu'il a à dire. Les 2 principes de conservation et de correction opèrent de façon forte à 2 périodes critiques de la Restauration et de la Révolution. Quand l'Angleterre s'est trouvée sans roi, à ces 2 périodes, la nation avait perdu son lien d'union dans son ancien édifice. Ils n'ont pas, cependant, dissous la fabrique complète. Au contraire, dans les 2 cas, régénérant les parties déficientes de la vieille Constitution au travers les parts de celles qui n'étaient pas mises à mal. Et donc, dans la même logique, il vient en accordance de la loi, parlant de la princesse Sophia qui prendra la couronne au nom de la famille Hanover. Mais c'était eux-mêmes des gens qui étaient liés en fait à l'ancien roi James. Mais donc, il est venu en accordance à la loi alors qu'il tenait son accession à la couronne. Et la princesse de la maison de Brunswick est venue par héritage à la couronne, non pas par élection, mais par la loi. Tout simplement parce que ça tenait comme principe fondateur et comme descendant protestant. La princesse Sophia
a été nommé dans l'acte d'établissement du 12e et 13e siècle du roi William. Et je vais citer en anglais. For a stock and root of inheritance to our king, and not for the merits as a temporary administratrix of power. Ou en d'autres mots, à cause de la génétique d'héritage de notre roi, et non pas parce que son pouvoir était basé sur une puissance d'administration ou une prise de pouvoir ou une élection, mais bien simplement parce que c'est son héritage. Et donc, par rapport à l'héritage, il dit: la population anglaise ne regrettera pas un mode de fonctionnement qu'ils n'ont jamais essayé, ou encore n'iront pas vers une situation qu'ils ont considérée espiègle par jugement immédiat. Ils vont regarder l'aspect légal et héréditaire de la succession de leur couronne comme l'un de leurs droits. Non pas comme une chose mauvaise, mais bien comme un bénéfice. Elles le voient comme un bénéfice et non pas un grief, une sécurité de leur liberté, non pas un badge de servitude. Ils regardent le cadre de leur Commonwealth, de la façon dont il se tient, et ils le voient comme une valeur inestimable, et ils conçoivent une succession non dérangée de la couronne et que ceci doit être plaidé de façon à assurer la stabilité et la perpétuité de tous les membres de notre Constitution. À propos, justement, de cette importance d'héritage entre la couronne, la liberté et les droits des Anglais, voici ce qu'il disait. La règle qui a été couchée pour le gouvernement dans la Déclaration des droits est une inspection constante des parlements, l'appel pratique, ainsi que la mise en accusation. Ils ont pensé à une infiniment et meilleure sécurité, non seulement pour leur liberté constitutionnelle, mais aussi contre les vices de l'administration, tant dans la réserve des droits, si difficile dans la pratique, autant de façon incertaine dans les enjeux, et parfois de façon espiègle sans en compter les conséquences. À propos de la légitimité des rois, il disait « Le roi, dans un certain sens, est de façon certaine le servant de la population, non pas parce que son pouvoir n'a d'autre fin rationnelle autre que l'avantage général, mais parce qu'il n'est pas vrai, dans ce qu'il est, dans un sens ordinaire, du moins par notre Constitution, qu'il ne soit autre chose qu'un servant, dans l'essence d'une situation où il faut obéir au commandement d'un autre, ou encore pouvoir l'enlever par pur plaisir. Mais le roi de Grande-Bretagne n'obéit à personne, et tous les autres personnes ne sont qu'individuelles, mais aussi collectifs. Sous lui, et en lui devant une grande obéissance légale, la loi, qui ne flatte ni insulte, appelle ce grand magistrat non pas notre servant, mais bien notre souverain le roi. Et nous, de notre part, avons appris à ne parler que le langage primitif de la loi, et non pas le jargon confus de la bureaucratie babylonienne. Et donc, il n'a pas obligation de nous obéir, mais nous avons obligation d'obéir à la loi qu'il incarne. Notre Constitution n'a pas fait aucune disposition qui le rend, lui, servant ou responsable à quelconque degré. Et donc, le roi incarne la loi. Et c'est donc dans la même logique que Edmund Burke dit, dans la fameuse loi numéro 3 de Charles Ier, qu'on appelle la pétition du droit, les parlementaires disent ceci au roi. Vos sujets ont hérité de leur liberté, clément leurs principes abstraits, non pas comme le droit de tous les hommes, mais comme le droit de tous les hommes anglais, et comme un patrimoine qui est dérivé de leurs ancêtres. Et donc, vous observerez dans la Magna Carta et dans la Déclaration des droits qu'il y a un principe et une politique uniforme qui constitue notre appel et notre assertion de nos libertés comme un principe d'inhéritance entaillé, dérivant de nos ancêtres et qui doit être transmis à la postérité dans un patrimoine spécialement appartenant à la population de ce royaume, sans avoir aucune référence de quelconque manière à aucun autre principe général ou droit prioritaire. Et donc, la population d'Angleterre le sait très bien que l'idée d'héritage fournit des principes sûrs de conservation et un surprincipe
de transmission. Sans avoir à exclure le principe d'amélioration, ça assure que l'acquisition est libre et ça sécurise ce qui est acquis. Et donc, par une politique conditionnelle travaillant avec le chemin naturel, nous recevons, nous tenons et nous transmettons notre gouvernement et nos privilèges. De la même façon que nous prenons plaisir de transmettre notre propriété dans nos vies. Et donc, cette vidéo est déjà quelque peu longue. Alors, j'espère vous avoir fait bien comprendre. La monarchie anglaise incarne, par sa continuité et son héritage, les droits de tous les Anglais. Et tous peuples qui ont été conquéris par ceux-ci, par la Grande-Bretagne, et qui restent dans le Commonwealth, ont cette même protection ancestrale et cette même continuité. Alors, pour les Canadiens, pour les Australiens, pour les personnes de Nouvelle-Zélande, en théorie, garder le droit assure de garder nos principes de droits et libertés. Maintenant, plusieurs personnes vont se dire la couronne anglaise porte aussi l'ancestralité de la colonisation, de la conquête, du sang versé de façon illégitime, ce qui est, dans la même logique, tout à fait vrai. Et c'est là le point un peu qui brise pour le Canada. Sans pour autant vous donner mon opinion, je veux simplement vous expliquer qu'il y a une légitimité à la remettre en question, tout comme il y a une énorme légitimité à vouloir la garder. Alors j'espère que j'ai pu vous faire comprendre pourquoi au Canada on a un roi, en quoi ceci peut être important. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour toutes les personnes qui sont venues jusqu'à ce moment de la vidéo. Je vais toujours les lire, je vais toujours les répondre et les prendre en considération. Surtout, aimez, partagez. Allez sur le blog Influence et politique. Et je suis aussi présent sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, sous une dénomination différente. Vous avez politique, influence pour les réseaux sociaux et influence et politique seulement pour le blog. Donc c'était Sacha, votre maître courtisan. À la prochaine fois pour faire de toi un grand courtisan de la cour du peuple.